Madame Bless, à l'âge de 20 ans, vous avez vécu une expérience de mort imminente. Comment cela est-il arrivé? J'étais en voiture avec mon père. Il conduisait, nous rentrions à la maison. C'était un long trajet, un vendredi soir. Il faisait déjà nuit. Et la dernière chose dont je me souvienne, c'est quand il a dit « Il faut que je fasse le plein ». C'était juste avant Brüten, en Suisse. Il y avait une station-service à la sortie du village. Il a donc traversé la route et s'est garé devant. Et juste avant qu'il ne sorte de la voiture, une voiture est arrivée en face à grande vitesse. Et en raison d'un instant d'inattention de la part du conducteur, la voiture nous a percutés à toute vitesse sur le côté passager où j'étais assise. Sous l'impact, cette voiture s'est retrouvée à 300 mètres plus loin, dans un champ, de l'autre côté de la route. Dans cette voiture, il y avait 3 jeunes hommes, membres d'un club de course, et ils sont sortis de l'accident avec une belle peur, à part un seul qui avait une jambe cassée. Notre voiture, elle, a été catapultée dans un bruit assourdissant, par-dessus une grille en fer et jusque dans un jardin. La voiture s'est immobilisée là, mais je n'ai rien senti de tout ça. À l'inverse, j'avais perdu conscience pendant l'accident. Et quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée avec un niveau de conscience bizarre. J'étais absolument certaine que j'étais en train de mourir. C'était inconcevable pour moi de devoir mourir. Mais ce sentiment était véritablement envahissant. Il s'agissait d'une impression très, très profonde. Une sensation intense qui m'envahissait et qui, à la fois, me stupéfiait. Jusque-là, seuls les autres décédaient. J'étais si jeune que je n'avais jamais pensé qu'un jour mon tour viendrait. Et certainement pas déjà. Mais c'était bien le cas et sans aucun doute. C'était comme si les liens qui me rattachaient à tout ce que je connaissais intimement avant étaient coupés un par un. Je me retrouvais donc alors détachée des gens, des choses qui me connectaient à ce monde. À la fin de ce processus, ma vie ne tenait plus qu'à un fil. Et ce fil était de plus en plus fin. Ce qui m'obsédait à ce moment-là, c'était comment j'avais pu me retrouver dans une telle situation où j'allais maintenant mourir. J'avais juste entendu un bruit assourdissant et maintenant j'allais mourir. Et par pure déduction, j'ai conclu qu'il devait y avoir eu un accident. J'avais encore le souvenir à ce moment-là que mon père voulait faire le plein. Mais rapidement, je n'ai plus du tout été intéressée par ce qui avait provoqué la situation. À la place, un processus incroyable a commencé. Et ce processus me fascinait et m'absorbait complètement. J'ai été entraînée dans un tourbillon, une sorte de vortex de lumière scintillante. J'étais emportée comme par le courant d'une rivière en crue. Et rien ne pouvait y résister. J'ai ensuite été aspirée à travers un tunnel sombre et étroit. Mais ça n'a pas été long. J'en suis sortie à l'autre bout. Et dans le tunnel, j'ai entendu un bruit retentissant, similaire à un son de cloche, mais disharmonieux. Mais une fois de l'autre côté, je me suis tout à coup sentie complètement libérée et légère. Et à mon grand étonnement, je me suis vue du dessus, allongée au milieu des fraisiers. Dans un premier temps, je ne comprenais pas pourquoi au milieu des fraisiers. C'était au mois de juin, mais par la suite, j'ai pu avoir la preuve que j'avais bien été allongée au milieu des fraisiers, des fraises qui étaient mûres en effet. J'ai donc vu mon corps sans vie,
allongée là, et je n'avais aucun doute que c'était moi, parce que la personne allongée portait un haut vert, un vêtement vert, une pièce unique que ma mère avait fabriquée. J'étais surprise quelque peu, puisque me retrouver allongée là, dans les fraisiers, j'ai remarqué les gens qui se précipitaient, en état de choc. Et bien sûr, la collision avait fait un bruit assourdissant. Les gens étaient agités, horrifiés. C'était véritablement une situation inconfortable. Mais j'ai soudain compris que je pouvais flotter et m'en éloigner, ce que j'ai fait avec plaisir. Mais aussitôt, quelque chose de nouveau s'est présenté. Ma vie entière défilait tout à coup devant moi à grande vitesse. J'ai revécu ma vie entière en accéléré. Chaque étape, depuis ma petite enfance, chaque sensation, chaque pensée, chaque odeur, chaque son. C'était absolument fascinant de revivre une vie entière si rapidement et si intensément, comme dans un film en 3 dimensions. Et avec moult autres détails, comme les odeurs par exemple. Et donc j'ai eu accès à ce moment-là à ce qu'est l'essence de la vie. De ce fait, j'ai réalisé que la vie dans notre monde-ci ressemblait plutôt à une descente en bobsleigh quand on n'a pas le temps de regarder ni à droite ni à gauche et qu'on avance en aveugle sans avoir conscience des liens entre les choses. Mais à ce moment-là, les connexions entre toutes choses étaient claires pour moi. Je n'aurais jamais pensé que tout était connecté dans cette vie. L'image ou le symbole d'une représentation d'une carte du monde m'est venu à l'esprit. En effet, j'avais une amie qui fabriquait des cartes du monde comme ça, et il y avait des fils qui pendaient au dos de ses créations, et côté face, il y avait une très belle image. C'est exactement comme ça que je me suis représenté la vie à ce moment-là. Dans la vie, ici, on est parfois confronté à des fils emmêlés, des nœuds, qu'on ne sait pas dénouer. Mais tout à coup, moi, je voyais les fils du côté face de la création. C'était beau et tout faisait parfaitement sens. Et ça m'a profondément réjouie parce qu'avant, la question du sens de la vie m'habitait véritablement. Et là, d'un coup, je comprenais que la vie avait un sens. Il n'y avait plus à se poser de questions. La vie a un sens. Pendant ma revue de vie, j'ai fait l'évaluation de ma vie de façon quasi automatique. Je pense donc que chacun d'entre nous, chaque être humain, a une sorte de ligne directrice en lui. J'ai senti que ce qui comptait vraiment, c'était la motivation profonde, celle qui vient du cœur, la raison profonde à l'origine de nos actes, de nos pensées, de notre absence d'action également. Et cette raison profonde, c'est l'amour. Et c'est une force d'une puissance incroyable. En regardant la vie ainsi, j'ai réalisé que j'avais parfois agi sans amour, mais parfois aussi avec amour. J'ai vu que chaque pensée que nous avons, chaque émotion, tout ce qui nous caractérise est comme une onde que nous émettons. Et ça déclenche alors de la joie ou de la tristesse autour de nous. J'ai évidemment regretté plusieurs épisodes, car j'ai pu constater que j'avais rendu telle ou telle personne triste. Mais dans d'autres cas, j'ai pu voir que j'avais rendu des gens heureux. Je voudrais seulement dire que nous sommes connectés à tout ce qui nous entoure, à tout être humain, mais aussi intimement connectés à tout ce qui nous entoure. Avec chaque animal, avec la nature, avec le cosmos tout entier. J'avais la sensation que j'étais une partie de ce cosmos immense et que j'étais en parfaite résonance avec lui, que je ne pouvais pas en être séparée car j'en suis une partie. De ce fait, je suis connectée à tout et tout est connecté à tout. Et à ce moment-là, j'en avais une parfaite compréhension. Mais tout ça n'était pas qu'une évaluation de ma propre vie, puisque j'avais alors la possibilité de pénétrer également la vie des gens qui m'entouraient, ressentant leurs émotions. Mais comme je l'ai dit, il ne s'agissait pas d'un jugement péremptoire, c'était plutôt
que vos yeux étaient ouverts sur une vérité plus profonde et le tout était baigné dans la compréhension, la générosité, l'indulgence. Au sujet du tunnel, quand vous en êtes sorti, vous flottiez au-dessus de votre corps? Oui, le tunnel était le moyen et quand j'en suis sortie, j'étais hors du corps, au-dessus. Avez-vous fait l'expérience de votre vue de vie dans le tunnel? Non, c'était après. Je me voyais du dessus et j'étais ébahie de voir l'affolement des gens et leur peur. Je voulais quitter la scène en douce. Quand d'un coup, cette revue de vie s'est présentée. Je dois toutefois préciser que les séquences temporelles sont quelque peu interchangeables parce que, pour ainsi dire, tout s'est déroulé simultanément. Mais la façon dont je m'en souviens, elle, c'est que je me suis tout d'abord vue du dessus et ensuite la revue de vie. Vous avez également décrit cette belle image du monde d'après une création artistique d'une amie, et vous avez dit que vous avez compris le sens de la vie grâce à cette image. En quoi consistait cette compréhension? J'ai compris que le simple fait d'être en vie en lui-même a du sens et qu'il n'y a pas à chercher un sens supplémentaire et à s'en tourmenter. Mais ça m'avait tourmenté, moi, et c'est pour cette raison que j'avais choisi d'étudier la philosophie. Mais en fait, nous n'avons pas à nous poser ces questions. Parce que la réponse à la question du sens de la vie, c'est vivre. Bizarrement, peut-être, je ne peux pas donner de réponse plus claire à ce qu'est le sens de la vie. Je ne peux que dire, c'est vivre. Madame Blaise, quand vous observiez la scène du dessus, aviez-vous accès à la fois au monde spirituel? Oui, en effet, mais par la suite. D'abord, il y a eu la revue de vie, et ensuite, des êtres de lumière sont venus vers moi. Quand ils ont été plus proches, j'ai vu qu'il s'agissait de personnes que je connaissais. Il me semblait qu'il s'agissait de membres de ma famille, mais très éloignés. À l'époque, seule une personne de mon environnement proche était décédée, c'était ma grand-mère, c'était peu de temps avant. Et c'est elle qui était à l'avant du groupe. Et elle était là magnifique. Elle rayonnait d'une immense joie. Elle avait l'air jeune et en pleine santé. Alors qu'elle était morte malheureusement suite à un cancer l'année précédente. Ma mère avait souhaité qu'elle soit chez nous afin de pouvoir s'occuper d'elle. La voir devenir l'ombre d'elle-même, souffrir et finalement mourir, tout ça m'avait grandement déprimée. Je n'arrivais pas à trouver un sens à la mort. Je pensais que la mort devait être un trou noir dans lequel on tombait, ou bien juste le néant. J'étais profondément affectée par ce deuil. C'était pour cette raison également que la mort m'effrayait depuis. C'était arrivé 6 mois avant. J'avais donc depuis été habitée par la question de la mort. Qu'est-ce que la mort? La seule pensée m'oppressait. Et je la voyais maintenant si joyeuse, rayonnante et lumineuse, que mon deuil a été terminé dans l'instant. J'étais si heureuse de la voir et de savoir désormais qu'elle était mieux que jamais, c'était merveilleux. Elle est restée avec moi et nous avons alors échangé en pensée, un peu comme une partie de ping-pong. La bouche ne jouait bien sûr plus aucun rôle, nous communiquions par la pensée. Elle m'a accueillie en quelque sorte. Et bien que je n'avais aucune peur, elle faisait tout son possible pour que j'accède à cet au-delà tout en douceur. Ça me rendait très heureuse. Et c'est bien plus tard, à l'hôpital, quand j'ai essayé de me remémorer toutes les personnes que j'avais vues, que j'ai réalisé qu'elles étaient toutes décédées. Des voisins, par exemple, y compris des gens que je ne connaissais pas, mais qui semblaient pourtant proches de moi. Sans doute des membres de ma famille que je n'avais jamais connus. Et à ce moment-là, je me suis souvenue
de tout ce que j'avais entendu dire sur la mort à ce point. Et en moi-même, je ne pouvais que sourire désormais à ces croyances, parce que ce dont je faisais maintenant l'expérience n'avait rien à voir avec l'idée que je m'étais faite fondée sur ces histoires. À l'époque, on ne savait rien des expériences de mort imminente. La mort était juste quelque chose de terrifiant. À ce moment-là, c'était pour moi un grand privilège que de quitter ce monde à un si jeune âge. Après tout, la vie ici, chaque jour, peut être douloureuse, même à côté de toutes les joies. Je n'avais aucun regret de quitter cette vie si jeune. Puisque c'était pour exister de façon merveilleuse dans cette nouvelle dimension. C'était véritablement une dimension nouvelle. De plus en plus, mon esprit s'éveillait à des aptitudes inattendues. Libéré des contraintes du corps, j'accédais à une multidimension qu'on ne peut même pas imaginer ici. Je pouvais avoir en même temps de très nombreux raisonnements complexes simultanément et chacun d'une clarté inimaginable. De nombreuses questions montaient en moi et pendant ce processus, j'ai pensé si seulement j'avais eu ces aptitudes quand j'étais à l'école, j'aurais pu résoudre au moins 20 problèmes de mathématiques en même temps. En gros, c'est à ça que ça ressemblait pour moi. De nombreuses questions continuaient de me venir à l'esprit et similaire à un zoom d'appareil photo, quel que soit l'endroit où menait la question, je m'y trouvais immédiatement. Ni le temps, ni l'espace n'y jouaient aucun rôle. La façon dont l'univers était organisé m'intéressait aussi. Ça m'a toujours intéressé, particulièrement les particules les plus petites. Et dans l'instant, j'ai tout compris de la physique atomique dans sa globalité. Je me suis également souvenu que j'avais toujours rêvé de voir la grande nébuleuse d'Andromède, ne serait-ce que en raison de son si joli nom, et aussi parce qu'elle apparaît en littérature. Et bien que ce soit une autre galaxie au-delà de la Voie lactée, dans l'instant, j'étais à la grande nébuleuse d'Andromède. Il n'y avait plus aucune frontière pour moi, ni sur Terre d'ailleurs. J'ai donc pensé à aller pour pas cher en Australie. J'avais toujours voulu aller en Australie, mais à l'époque, bien sûr, le billet d'avion était si cher qu'il n'en était pas question. Mais d'un coup, j'étais en Australie. J'ai même vu des kangourous. Quant au temps, c'était formidable. Je pouvais voir ce qui était passé ou ce qui était à venir. Toutefois, je ne me souviens pas des événements futurs. Mais j'ai souvenir d'avoir pu regarder le passé. Par-dessus tout, la romantique m'intéressait beaucoup. Et en un clin d'œil, j'y étais. C'était absolument fascinant. Ce savoir en constante expansion qui n'avait aucune limite, c'était si formidable. D'autant que simultanément à cette expansion de l'esprit, une émotion très profonde m'envahissait de plus en plus. Un sentiment de paix, d'harmonie, de joie incroyable. Puis j'ai réalisé que tout ça, en fait, ça n'était qu'un effet secondaire en quelque sorte de quelque chose de très important qui allait suivre. J'ai soudain réalisé que j'étais toujours dans cette sorte de rivière en crue qui m'avait entraîné dès le départ, ce courant tumultueux qui m'emmenait avec lui. Et maintenant, je voyais le point de destination de ce courant. C'était une lumière incroyable. Comme le soleil au lever, énorme, brillant, lumineux, mais qui ne blesse pas les yeux. Une lumière merveilleusement brillante et magnifique, qui toutefois n'était pas que lumière, elle rayonnait d'un amour merveilleux, inimaginable. Un amour chaleureux et personnel. Pour moi, cette lumière, c'est l'incarnation de l'absolu, du bien, du savoir,
de la sagesse et de l'amour. Et c'était si puissant. Ça palpitait puissamment d'une énergie qui est créatrice, ou encore d'un amour inconditionnel débordant. C'est ce qui m'a touchée si profondément. Je ne serais jamais capable de trouver les mots pour décrire de façon juste ce que ce moment a été pour moi. J'étais embrasée comme en extase peut-être. J'étais consumée par un désir impérieux de me fondre dans cette lumière merveilleuse, cet océan d'amour. C'est la seule et unique chose que je voulais. Je ne peux décrire combien cette expérience était exaltante. Cet amour, cette lumière. Afin de bien comprendre, vous avez dit que c'est comme le courant d'une rivière en crue qui vous emmenait vers cette lumière. Comment est-ce que ça vous a été montré ? Ça se levait comme un énorme soleil et c'était juste en face de moi. Une lumière merveilleuse qui m'attirait, non seulement visuellement, mais émotionnellement aussi. Il s'en dégageait un amour ineffable, mais se dégageait également un savoir, une puissance créatrice, tout. C'était l'absolu. C'était une évidence pour moi, c'était la destination. J'y étais presque quand j'ai eu la sensation que j'arrivais à un seuil qui marquait le moment où je pouvais me fondre dans la lumière, ou bien m'en approcher encore. Mais à ce moment-là, l'expérience merveilleuse s'est interrompue, d'un coup. Et j'ai entendu un mot qui a pénétré ma conscience et qui me semblait être à des millions d'années-lumière. Et pourtant, c'était mon nom. J'étais ébahie. Mon nom. J'étais partie depuis si longtemps. Mais c'était la voix de mon père qui m'appelait. J'ai senti la panique dans sa voix, un grand désespoir, de la peur. Il appelait et appelait « Magdalene ». Il ne m'appelait ainsi qu'en des occasions très spéciales. D'habitude, à la maison, j'avais un petit nom. Et automatiquement, bien sûr, quand j'ai entendu mon nom, j'ai écouté. J'avais été élevée ainsi, écoutée quand on m'appelait. Plus tard, des médecins m'ont dit que Louis était le dernier des sens à partir. Celui qui demeure intact le plus longtemps, quand le corps meurt. Celui des 5 sens qui part en dernier. Quoi qu'il en soit, j'entendais mon père qui appelait mon nom. Mais je ne pouvais pas le voir. Ça m'a de suite plongée dans un dilemme. Je sentais sa peur. Ça me faisait de la peine pour lui. Et je voulais lui dire, c'est si beau ici. Il était véritablement en pleine panique. Il m'avait découverte dans cette voiture complètement détruite. J'étais à l'arrière sous le siège où j'avais été assise. J'avais glissé sous le siège. Il était sorti de la voiture et ne me voyant pas à l'intérieur, il avait supposé que j'étais déjà sortie, jusqu'à ce qu'il réalise que ce n'était pas le cas. Et alerté par le bruit, des gens étaient venus à l'aide. On m'a donc sorti de la voiture accidentée et allongée dans un parterre de jardin. À ce moment-là, j'étais sans vie. Pas de pouls, pas de respiration, livide. Les gens disaient « elle est morte ». Mais mon père, on pourrait dire d'instinct, comment annoncer ça à ma mère qui attendait à la maison. J'étais la seule fille, j'avais 3 frères. Pour lui, c'était si inconcevable que dans sa panique, il continuait d'appeler mon nom. Et en faisant cela, il a peut-être même fait la seule chose qu'il fallait qu'il fasse, même s'il l'a sans doute fait de façon inconsciente. Il pensait lui aussi que j'étais morte. Je voulais lui dire « Laisse-moi tranquille, c'est si formidable ici. Je ne veux plus revenir. Il n'y a pas de comparaison possible avec la vie sur Terre. Et si tu savais combien j'y suis bien et combien je suis heureuse, tu me laisserais partir sans l'ombre d'un doute.
C'est ce que je voulais lui dire, mais je ne pouvais pas. Il y avait comme un mur entre nous. J'ai donc compris que je ne pouvais pas communiquer avec lui. Je ne le voyais pas non plus, je l'entendais seulement. Mais en dehors de ça, il y avait comme un mur impénétrable. J'ai donc eu un vrai dilemme. J'ai pensé à mes obsèques qui auraient lieu quelques jours plus tard. Tout le monde allait pleurer. C'est ce qui se passe quand une personne jeune part. J'avais de la peine pour mes proches. Je pensais, il faut qu'ils sachent que je vais bien. Ils ne le savent pas. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça n'était pas un peu lâche de plonger dans ce bonheur et de laisser ma famille pleurer pour je ne sais combien de temps? C'était un réel dilemme. Puis j'ai pensé, je vais essayer de repartir pour voir si je peux, parce que de toute façon, là où je suis, je sais que j'y reviendrai. Mais au moins, j'aurais essayé de repartir. Que j'y arrive ou pas, au moins j'aurais essayé. Et quel que soit le résultat, c'était bon pour moi. Donc de toutes mes forces, avec une grande détermination et une forte concentration, ce dont je disposais tout à fait à ce moment-là, j'ai pris cette rivière à contre-courant. J'ai atteint pour un moment une sorte de sommet. J'ai réalisé que c'était là un point de non-retour. Soit je basculais de ce côté-ci, soit je restais là-bas. Ça n'était qu'un instant, mais c'était formidablement exaltant. Et comme vous le voyez, j'ai basculé de ce côté-ci. Et ça a été une véritable chute, comme tomber d'une très très grande hauteur. Et toutes ces pensées et raisonnements absolument limpides qui m'accompagnaient encore jusqu'à ce moment-là se sont brouillés. Et cette lumière d'amour merveilleuse et étincelante qui m'avait tant fascinée a disparu. Mes processus mentaux, mes pensées devenaient de plus en plus confus. Ils étaient désormais laborieux, lents, sans perspicacité. J'ai alors senti un soubresaut et j'ai pensé, je suis de retour dans le corps. En fait, dans l'intervalle, j'avais entièrement oublié le corps. Mais maintenant, j'avais retrouvé tous mes sens et je sentais mon corps, surtout sa densité. On porte tant de poids avec nous sans arrêt. Normalement, on n'en a pas conscience. Mais à cet instant, bien sûr, j'ai senti le poids et évidemment de la douleur. Mais ce qui m'a horrifié le plus, c'est ce processus mental limité, laborieux, confus que nous avons ici. L'accès immédiat à toute connaissance n'existait plus. J'ai compris qu'il me fallait donc continuer à vivre avec cette capacité limitée à penser et à ressentir, maintenant que la lumière n'était plus. Et j'étais si déçue dans l'instant que j'ai replongé dans l'inconscience. Mais cette fois, sans expérience intérieure. Et après un temps, quand j'ai repris connaissance, je me suis retrouvée dans un véhicule en mouvement. Et une personne amie qui était concentrée sur ses tâches a vu que je me réveillais. Elle s'est approchée et m'a demandé « Comment vous appelez-vous ? Et puis, quelle est votre compagnie d'assurance ?» Et là, je ne pouvais que rire. J'étais bien de retour sur Terre. Quelle était l'ampleur de vos blessures suite à l'accident ? Oh, j'avais de nombreuses fractures, des pieds à la tête. Une fracture du crâne, 3 fractures du pelvis et de nombreux hématomes, déchirures musculaires, des éclats de vitres dans les yeux. Mais en fait, ce qui était le plus dangereux, c'était une contusion, une contusion rénale. Parce qu'à l'époque, les sièges de voiture à l'arrière avaient des accoudoirs à chaque extrémité du siège, et c'est la raison pour laquelle les voitures n'en ont plus d'ailleurs. Et il y en avait un à ma droite, j'étais assise à l'arrière à droite, et quand l'autre voiture nous a percutés à pleine vitesse, l'accoudoir s'est enfoncé au niveau de mon rein. C'est, je pense, ce qui m'a plongée dans un état de choc. Un corps jeune peut guérir de tout, peut surmonter de nombreuses blessures physiques, des fractures, des blessures, etc., etc. Tout se répare, tout guérit. Mais le danger, c'était ce choc.
qui a fait que certains organes internes n'étaient plus alimentés. Et le deuxième choc, bien sûr, est venu de mon père. Je suis restée dans un état critique pendant 3 ou 4 jours, car physiologiquement, tout ne refonctionnait pas normalement. Mais petit à petit, tout est rentré dans l'ordre. C'était véritablement ce choc qui avait été dangereux. Ensuite, votre convalescence s'est bien déroulée ? Oui, il a fallu plusieurs mois, bien sûr. Quelques mois, plusieurs mois. Ensuite, tout est redevenu à la normale, à l'évidence. Quel impact a eu cette expérience de mort imminente sur votre vie par la suite ? Dans un premier temps, à l'hôpital où je suis restée longtemps, j'étais incroyablement euphorique. Même si d'apparence, les conditions ne le suggéraient pas vraiment. En effet, la déception initiale n'a pas duré. C'était pour moi un cadeau extraordinaire que de pouvoir vivre ici à nouveau, sans cette constante angoisse sous-jacente. Qu'est-ce que la mort ? Qu'advient-il de nous après, etc. Et c'est une peur qui en entraîne bien d'autres. Cette peur était partie. Et j'étais si heureuse de ce cadeau de vie que pendant des semaines, j'étais si euphorique, si heureuse, si joyeuse, que les gens qui me rendaient visite me demandaient « Mais tu es sous morphine ou quoi ?» Mais ça n'était pas le cas. J'étais simplement tout à fait heureuse. Il y avait 6 lits dans ma chambre d'hôpital et les gens qui avaient tenté de se suicider étaient constamment amenés dans ma chambre parce que moi, je trouvais la vie si belle. Et cette façon de voir la vie restait avec moi. La vie est un formidable cadeau. Un cadeau qu'on ne doit pas prendre pour acquis, y compris les hauts comme les bas qui font partie de la vie. Après chaque tempête, le calme revient. Chaque élément de chaque vie est un formidable cadeau. C'est un pur émerveillement pour moi. Et je dois ajouter, je ne sais bien sûr pas comment j'aurais évolué sans cette expérience, mais je dois dire que mes interactions étaient ensuite plus intenses avec la nature, par exemple, avec les plantes, avec la nature en général, ce qui a trait à la nature, à la vie. La vie m'émerveille absolument. Je vois la vie toujours et encore comme un miracle. Et cette peur de la mort est partie. Bien au contraire, je me réjouis en secret à l'avance quand j'y pense. Je sais que le prélude était si magnifique que le concert un jour ne pourra être que plus merveilleux encore. Bien sûr, la vie matérielle a repris de plus en plus sa place avec le temps. Je ne pense pas à cette expérience de mort imminente tous les jours, mais pour moi, c'est un réconfort dans chaque moment de vie. Quand je repense à tout ça, je suis profondément heureuse. Et quelque chose qui est sûrement devenu bien plus affûté en moi, c'est une certaine intuition et peut-être aussi une empathie plus nette envers les gens que je n'avais pas avant, pas autant. Le sentiment également que nous sommes tous semblables, que nous sommes chacun une partie du tout, de l'univers tout entier, de l'humanité tout entière, du tout. De plus, j'ai des intérêts qui sont très prononcés chez moi. Bien que je sois devenue historienne, j'ai étudié l'histoire, mais les sciences naturelles et par-dessus tout la physique quantique ont été des centres d'intérêt très importants pour moi. La philosophie et la physique quantique sont des domaines frontières qui s'entremêlent, qui se font écho, et ça m'a toujours énormément fascinée. Je crois que des modèles comme ceux-là peuvent aider à mieux comprendre les mystères de l'univers, mais jamais complètement, probablement. Ça m'intéresse. L'astronomie aussi, par exemple.
Ce qui est demeuré en moi également, c'est un grand intérêt pour la mystique, le mysticisme, les grands mystiques de l'histoire, du monde chrétien et de l'islam, comme Hildegard de Bingen et Jamal al-Din Rumi. Voilà des auteurs que j'ai lus avec dévouement, mais d'autres auteurs également. Je crois qu'il y a dans les textes mystiques des récits similaires aux expériences de mort imminente. Je pense que les mystiques ont fait l'expérience de quelque chose de similaire, fusionner l'espace d'un instant avec leur essence divine, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La mystique est la voie secrète dont toutes les religions principales, disons, se nourrissent. Ce sont là les intérêts qui m'ont accompagnée, renforcés sans doute par l'expérience que j'ai vécue. Mais aussi le sentiment que nous sommes responsables les uns des autres. Mais pour autant, je ne suis pas parfaite. Un être humain ne peut être qu'un être humain. Vous avez eu cette expérience en 1968. Est-ce qu'à l'époque, on savait que les expériences de mort imminente existaient? Non, pas vraiment. En tout cas, pas par le grand public. Moi j'en avais jamais entendu parler à l'époque. Donc j'ai vite réalisé que je ne pouvais en parler à personne. J'ai pourtant essayé au début. Je disais par exemple aux gens à l'hôpital, j'étais morte et je suis revenue à la vie. Ils me répondaient, oui, très bien. Personne ne l'a pris sérieusement. Mais j'ai réalisé également que personne ne comprenait vraiment ce que je voulais dire. Et ça n'intéressait personne non plus. Les gens pensaient sans doute qu'il s'agissait de confusion mentale ou de quelque chose comme ça. Je l'ai donc gardé pour moi pendant des années. Mais en revanche, j'ai écrit le récit de cette expérience immédiatement, quelques jours après, quand j'étais à l'hôpital, dans un grand cahier. J'ai toujours ce cahier, afin de ne jamais oublier. Je savais que ce serait l'expérience la plus importante de ma vie. Mais à ce moment-là, je ne pouvais en parler à personne. J'avais l'impression que personne n'était prêt à entendre. Et ça a duré ainsi des années. Je pensais aussi aux gens qui riraient de moi si je leur racontais, ou qui ne me prendraient pas au sérieux, ce qui me blesserait. Cette expérience m'était si précieuse. Je vais la garder pour moi maintenant, je me suis dit. Peut-être aussi que les gens me prendraient pour une folle. Et puis 7 ans plus tard, il y a eu le livre de Raymond Moody. Il a été le premier à répertorier les expériences de mort imminente, avec toute une série d'exemples. C'est lui qui a mis le sujet en lumière pour la première fois. Il y avait eu en fait quelques livres auparavant. Un de ces auteurs me vient à l'esprit d'ailleurs. Il était psychiatre. Il parlait très bien de ce sujet. Son livre s'appelait, je crois, La nostalgie de l'âge, ou quelque chose comme ça. Il avait écrit ce livre un peu avant celui de Moody, mais il n'a pas eu le même succès. Le livre de Moody a été rapidement traduit dans toutes les langues et a eu un écho médiatique. Par la suite, de nombreux livres ont été écrits sur le sujet. Désormais, on peut trouver de nombreux livres et études sur le sujet. Et ce livre de Moody a ouvert la porte. Et ça m'a véritablement libérée quand j'ai réalisé que je n'étais pas la seule et qu'il s'agissait d'une expérience humaine universelle. Chaque être humain dans la même situation, vivant cette expérience proche de la mort, quand il ou elle s'en souvient, passe par les mêmes étapes, même s'il peut y avoir des variantes, tel et tel élément en moins, mais chacune de ces expériences est étonnamment similaire. Savoir ça a été un grand soulagement pour moi. Je n'avais pas perdu la tête.
J'avais vécu une expérience humaine universelle. Je pouvais maintenant l'identifier quand on me demandait d'en parler. Madame Bless, merci beaucoup pour cet entretien.